Festival Ascension Horta à Chamonix-Mont-Blanc. Conférence anecdote du Snellfield avec Andy Parking. C'est moi de démarrer peut-être. Voilà l'histoire la raison pourquoi nous sommes tous là, rassemblés aujourd'hui. C'est une histoire d'un camp que j'ai découvert moi-même en 1974 et j'ai campé juste l'autre côté de la route là, sur ce qu'on appelait déjà à l'époque Snellsfield, mais j'ignorais pourquoi d'ailleurs. Nous on croyait que c'était plutôt un terrain de foot pour les gendarmes. Et comme on squattait là l'été, les gendarmes ne peuvent pas jouer au foot. C'est pour ça que souvent les gendarmes venaient nous virer de l'endroit. Et puis on montait vers la forêt en haut pour se cacher, pour éventuellement redescendre, pour réinfiltrer le domaine. Et il faut imaginer cet endroit. Ici, on payait 1 franc à l'époque, parce qu'il y avait une espèce de toilette derrière. En face, on ne payait absolument rien. En face, Snellsfield, c'était plutôt un bidonville. Recouvrer les bâches de plastique, les sièges. C'est peut-être pas pour rien que le maire de Chamonix ne nous aimait pas. Il y a eu souvent des arrêts municipaux. Il faut débarrasser de ces sales Anglais. Donc, on était sales les Anglais, mais il n'y avait pas que nous qui étions sales. Il y avait toutes les nationalités. Les Russes, les Polonais, les Tchèques, les Américains, les Italiens, les Latinos. Tout le monde venait là. Hein. Et moi, je découvrais vraiment un monde international de l'escalade. En Angleterre, j'étais fier de faire partie d'une culture d'escalade, de rampe. Mais c'est ici, en venant ici au Prat, je tombais amoureuse d'un phénomène qui était absolument international, qui a donné naissance à un goût de partir ailleurs par la suite. J'ai beaucoup appris ici. Et j'ai rencontré même Thierry Renaud, un de mes meilleurs amis cordés jamais. Pour moi qui ai commencé à grimper dans le nord d'Angleterre, j'ai vite compris que cet endroit, c'était l'endroit à visiter. N'oubliez pas, à l'époque, je n'avais pas encore entendu parler de Camp 4 à Yosemite. C'est en visitant ici que j'ai entendu parler de Yosemite et le Canada, les Rocheuses, les Bougaboos, où je suis parti à la recherche de ces expériences là-bas. Mais grâce à tous ces gens que j'ai rencontrés ici, sur cette camping, donc on parlait déjà de l'époque, comme quoi peut-être les gens ils ont commencé à camper là dans les années 50, peut-être, certainement dans les années 60, 70, 80. Et après, l'escalade elle a changé un peu. On commence à équiper des falaises partout, on découvre des endroits pour grimper dans le monde. Donc, Chamonix a perdu un peu son côte comme un endroit important pour l'alpinisme en fait. On pouvait grimper partout. Et à partir de ce moment-là, on a perdu un peu la motivation ici, hein, à Chamonix. Enfin, au Prat, Snellsfield, c'était moins important qu'avant de grimper. Ils allaient ailleurs, grimper surtout au soleil, en rocher, tout ça quand même. Plus exotique, plus sexy. Donc les Anglais, ils ne venaient plus. C'était une autre génération. La mienne, c'était plutôt une tradition qui a commencé au 19e siècle, de venir à Chamonix. Qu'est-ce que je peux dire quand même? On a appris beaucoup de choses, comment vivre en communauté. C'était comme des futurs combats des expéditions, en fait. On se dit quand même, hier, quand même, on a créé des immunités envers des microbes. Parce que ici, c'était pas tout à fait propre, hein, cet endroit. Et donc, on a fait une résistance contre ça. Donc, moi, je tombe jamais malade en expé, par exemple. Et j'en suis persuadé que j'ai tout appris ici, dans les bidonvilles, de cet endroit-là, quand même. Hein. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur l'hygiène du Snellfield? C'était quand même limite. Hein. C'est peut-être pas étonnant quand on nous regardait comme cette plaie sur la vallée. Mais tous ces gens qui venaient là de partout dans le monde pour squatter ici, donc je veux dire des gens comme Reinhold Messner, Yvan Chouinard, Gary Hemming, Christian Bonington, il y avait beaucoup moins de Français qui campaient ici. On rencontre des Français parce qu'ils venaient grimper sur le bloc. Et après, on rencontrait en montagne ou dans les bars. On allait au Chouca pour rencontrer des Français. Et les Anglais allaient plutôt chez Maurice Simond au bar national, lieu mythique.
Va savoir pourquoi les gens comme Snell, si la légende c'est vrai que Snell, ils ont négocié pour nous avoir le droit de camper en face, et des gens comme Maurice Simon de National, on nous a toléré. C'était marrant, hein? On se sentait accueillis, en fait. Et donc pour moi, je suis toujours au Prat dans un sens, hein, quand même. Ça veut dire que j'ai jamais bougé. C'est le premier endroit que j'ai vécu ici, hein. Et tout à l'heure, je parlais avec Jacqueline Vouillemoz, je rencontre son famille dans la forêt, là, en train de travailler la forêt, déjà dans les années 70. Je ne savais pas que plus tard, j'allais rencontrer une vraie famille Vouillemoz, quand même. Hein. Et pour moi, c'est une aventure culturelle. Et surtout, par rapport à ici, j'avais déjà un intérêt dans la culture britannique de l'escalade. Ici, ça m'a montré quelque chose de plutôt international. Et une certaine ouverture sur la culture française aussi, qui plus tard m'a fasciné complètement, hein, jusqu'à que je finis par vivre ici maintenant. Hein. Et, donc, pour moi, il y a eu une importance primordiale par rapport à ce village, les Prats, la forêt et ce campement. Hein. Quel est le lien du Snellfield avec le magasin Snell Sport à Chamonix? Oui, on avait le post-restant chez Snell Sport et au Bar National. Des gens comme Maurice Simon, j'ai appris plus tard, a beaucoup aidé les gens. Les démunis, ceux qui étaient accidentés, même ceux qui étaient décédés en montagne. Ça, j'ai appris bien plus tard, hein, quand même. Il y a une certaine solidarité. Et donc on a aimé ces gens en fait, et on a vu leur famille agrandir et tout, passer des années ici. Hein. Il y avait une entraide ici sur le camp, on mettait des nourritures, on cuisinait ensemble. Il y avait, je sais pas, beaucoup, un certain phénomène, c'était rock and roll à l'époque, n'oubliez pas, parce que nous, les grimpeurs, il y avait beaucoup moins de femmes qui grimpaient. Mais on attirait les femmes. Il y avait des jeunes filles qui venaient chaque été en amenant des copines. C'est une sorte de phénomène groupé, non, sans blague. Hein. Et donc c'était génial. C'est une sorte imaginez tout ça, une sorte de bidonville, plein de gens comme nous, les démunis, des sans-sous. C'était une sorte un festival de rock sans la musique, parce qu'on avait tout le reste compris. Et donc c'était génial, c'était une aventure énorme de venir de l'Angleterre, pour moi en stop, d'être kidnappé par les filles, les Françaises. C'était génial. J'ai découvert le pays et la culture française grâce aux Françaises. Et donc l'aventure c'était autant le voyage, le on the road, d'arriver ici avec une excitation de encore me retrouver au Prat, et les montagnes, et les copains. Et toutes les aventures en route aussi. C'était excellent. Je sais pas, il fallait bien plus tard retrouver un phénomène pareil aux États-Unis, par exemple, quand on faisait les road trips. Même chose, c'était vraiment excitant. On ne savait pas quoi attendre. Un petit mot des petites annonces à Snell Sport pour aller grimper. Personnellement, j'étais très méfiant de tomber sur les annonces, n'importe qui dans les pubs qui disait demain on peut aller faire un voyage en montagne, qui selon eux ils avaient l'expérience. Moi j'ai pris autrement de juger les gens, c'est ce qu'on fait en montagne quand même, malgré tout le blabla, de dire oui, celui qui parle trop, peut-être grimpe moins bien. Hein. On était devenu juge de caractère quand même. Hein. Malgré ces annonces. Donc il y avait aussi au Camp 4 en Yosemite, pareil. Souvent c'était une recette pour le désastre. Ça. Et ceux qui boivent trop de bière le soir, demain on parle à Blatier, voilà, ne revient plus. Souvent c'était ça. Hein, donc c'était pas le meilleur système hein, quand même. Moi je préférais grimper qu'avec des amis, même des gens comme Thierry Renaud. Ou toute seule, voilà. Plus simple que ça, tu veux, non? Camp 4 versus Snellfield. Ouais, en fait, c'est curieux, parce qu'on parle toujours de Camp 4 mythique de Yosemite, qui, justement, ici, comme je disais à toi, chez moi, qu'ici, il y a eu plus d'importance, parce que tu as touché tout le monde, pas que ceux qui allaient en Californie, parce que toutes les grimpes du monde venaient là d'abord, ici.
Et ça a dû toucher des tas de Japonais, des Coréens, enfin du monde entier. Qui maintenant, n'oubliez pas, pour eux, c'était pas évident de grimper peut-être, sans parler de le bloc soviétique, ceux qui pouvaient s'échapper de chez eux pour venir forcément ici, sans dessous. Il y a une importance primordiale de ce terrain ici pour la culture escalade, montagne, expédition. Parce que toutes les mers himalayaniques, par exemple, ils ont tous passé d'abord par ici. Soit c'est Waitakere, Kukuska, Messner, Bonington, Scott. Je cite moins les Français parce qu'ils campaient moins ici, c'est tout. Hein. Sinon, les Français, ils auraient été présents. Mais ils ont grimpé avec ces gens, les Français. Ils étaient amis. Ils ont partagé quand même des choses autres qu'ici sur le camping. Mais justement, l'influence culturelle de cet endroit pour moi, et dans le monde de la grimpe, je pense que c'est tellement important, c'est quand même bizarre, aberrant même, donc on n'en parle même pas. Et on en parle autant de Camp 4 à Yosemite, qui est important aussi, hein, quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on pense? La police et le Snellfield. Oui, c'était souvent ça, le matin, on se réveille, une mitraillette dans la gueule, vos papiers, s'il vous plaît, et puis voilà, vous avez jusqu'à midi pour décamper, et puis voilà, donc on monte les soirs dans le forêt là-haut, où on partait carrément grimper pour mieux revenir, pour se réinstaller doucement, avec une nouvelle vague qui venait de je sais pas où dans le monde, qu'ils n'ont pas encore vu les gendarmes. Donc c'était presque ingérable, hein, en quelque sorte. Et anarchique, à Suède, c'était génial. Et quand je regarde ce bloc-là, il y a des gens qui grimpent là-dessus. Cette bloc, à mon avis, c'est peut-être le meilleur, le bloc le plus connu dans le monde entier à un moment donné. Dû à tous ces grimpeurs qui viennent ici. Donc, à Fontainebleau, les Parisiens, ils avaient le bloc. En Angleterre, on avait le bloc. Aux États-Unis, en Saxonie, en Allemagne, le bloc. Chacun de nos blocs. Mais tout le monde connaissait cela, le Pierre d'Orta. C'était peut-être le bloc phare du monde à un moment donné. Non? Hein? Et, c'est pas faux. Ce soir aussi. Oui, et le nombre de gens qui ont cassé la gueule, un poignet ou une cheville au début de la saison d'alpinisme, là, je perds du compte. C'était tout de suite, l'ambition de l'été finie. Première sortie sur le bloc, voilà, hospitalisé, évacué, voilà, bien fait pour toi. Et donc le bloc, ouais, c'était génial. C'est un phénomène à lui-même, ce bloc erratique-là. Et maintenant, ça serait sympa d'imaginer qu'on peut recamper là l'été. Par exemple, une idée, laisse les gens, ceux qui bossent dans la vallée, qui sont obligés de vivre dans une caravane, dans un camion. Tu sais, les travailleurs saisonniers, par exemple. Peut-être tu peux vivre ici au moment de l'été. Coup d'avalanche, on ne peut pas construire, ça ne dérange pas. Ça manque la place de la vallée. Peut-être c'est une solution, j'en sais rien. Ou proposer carrément une option sur le camping. Pas sauvage, équipé, donc c'est sanitairement correct. On paye un peu, mais ça propose aux gens qui n'ont pas trop d'argent pour pouvoir venir quand même, à l'été au moins. Hein? Mais à mon avis, ça ne va pas se passer comme ça maintenant. La vallée, elle a trop changé. Hein? Et on ne tolère plus toutes ces idées. Nous, les grimpeurs qui ont fait la renommée de cette vallée, maintenant on fait tâche. Voilà. Et ainsi va la vie. Hein? C'est ça. Hein?